Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que l'argent dans ce monde de télé-réalité, d'influenceurs? Je crois que non. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible, mais c'est pas que dans ce monde. C'est dans notre monde à nous. L'argent, c'est terrible. Mais on a l'impression que ça manipule des sommes pas possibles quand on voit qu'un poste peut être payé entre 10 000, 20 000, 30 000 euros. Quand on voit les associations que certains influenceurs font avec des fois des escrocs, avec même les paris sportifs qui ruinent des vies. C'est vrai. Alors moi, je ne fais pas de tout ça, du tout. Est-ce qu'il y a des valeurs en fait? Non, je pense qu'il y a un business qui se développe. Après, il n'y a pas que dans le milieu des influenceurs qui le font. Hein. Aujourd'hui, tout le monde fait des collaborations. Parfois, c'est un peu déguisé, mais tout le monde en fait. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des grosses sommes d'argent. C'est vrai qu'il y a il y a des personnes qui ont mis ce business en avant. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours bien fait. Ce que j'aime bien dire, c'est que l'influence, elle peut être bien faite. Tout dépend comment tu l'as fait. Oui, il y a des arnaques, oui, il y a des escrocs, mais il y a aussi des gens qui font du travail d'influence de qualité. Il y a des influenceuses géniales, des blogueuses géniales qui sont dans un partage, qui font un vrai travail derrière. Il n'y a pas que des escrocs. Est-ce qu'on va aller vers une régulation après toutes ces dérives? Parce que quand on voit qu'une personne peut gagner en 2 jours ce que quelqu'un fait en 1 an, juste pour 2 posts sur un réseau social, est-ce qu'il y aura une régulation? Est-ce qu'il y aura une charte d'éthique? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va être un petit peu plus contrôlé? Ou est-ce que ça reste un Eldorado ou le Far West avec aucune règle? Non, je pense que c'est déjà le cas. Hein. Encore une fois, on va citer personne, mais il y a eu des personnes qui ont été réprimandées, ça a été public. Aujourd'hui, je pense que les personnes qui continuent à faire de l'influence de manière malhonnête, puisqu'il y en a, vont être appelés incessamment sous peu. Ça, c'est certain. Ça ne pouvait pas durer, de toute façon. Tous les réseaux sociaux sont devenus des nouveaux médias. Le plus vieux média du monde, c'est la rumeur. La rumeur peut tuer, peut affecter. Elle vous a affecté? Des dizaines de fois. Des rumeurs sur moi, des dizaines de fois, en couverture de magazine. Des histoires de couples inventés, des rumeurs de plein de choses, de suicides, Bien sûr que les rumeurs, elles peuvent être très très graves. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il est bon d'avoir une certaine dichotomie et de se dire, bon, ok, ma vie d'artiste, c'est ça, mais ma vie de femme, c'est ça. Donc, il y a un moment donné, stop, on s'isole, on se remet dans un vrai truc authentique et après, on verra l'artiste plus tard. On vous a inventé des vies pas possibles, des relations qui n'existaient pas. Lorsqu'on est juste mère célibataire toute seule et qu'on passe des journées à entendre des choses sur soi et que justement, on vit dans une forme de solitude, comment on vit en fait? Comment on prend ça? Est-ce qu'on se dit, mais ça aurait été quand même pas mal que je sois en couple avec lui vu que je suis en galère? Non, alors attends. Déjà, je suis pas en galère, c'est un choix. On va remettre les choses dans leur contexte. Je suis pas du tout en galère, c'était un choix que de m'isoler et que de me retirer. J'aurais jamais supputé ça, vraiment. Je sais que Ayem Nour ne peut pas être en galère. C'est gentil, merci. Non, mais non, c'est très désagréable d'entendre des rumeurs, mais que ce soit des histoires de couple ou que ce soit autre. Cet été, j'ai subi cyberharcèlement par un... Je ne citerai pas son nom parce que c'est tellement d'une bassesse que je n'ai pas envie de citer son nom, mais j'ai subi par un blogueur un scandale médiatique autour de la garde de mon fils avec le papa, enfin un bazar pas possible où ma vie est exposée. Et j'ai envie de te dire, mais comment on gère? Ma méthode à moi, c'est l'indifférence et punir l'insolence, tout simplement. Quand tu alimentes tout ça, eh ben, eux, ils sont contents. Ça les amuse. Ils ont encore des trucs à dire, à faire. Quand tu coupes court et que tu es indifférente et que tu parles pas, c'est très dur, hein, mais ça a été le silence. Ma solution, ça a été le silence, de faire abstraction, de pleurer dans mon coin, d'attaquer ces personnes avec mes conseils. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Le problème, c'est que dès que tu réponds à ces bazars, c'est sans fin. C'est quoi la plus grande frustration que vous ayez eue dans votre vie? J'ai le sentiment parfois d'être responsable du fait que mon fils ne pourra pas évoluer dans un cadre familial, entre guillemets, normal. Pourquoi? J'ai le sentiment d'être responsable de ça et je suis assez frustrée de l'avoir privé de ça, en fait. Est-ce que c'est une vérité absolue? En tout cas, ça reste une frustration. Je ne saurais pas... faudrait que j'aille voir un psy peut-être pour en parler, mais... Je sais que c'est une frustration pour moi, même si c'est pas un choix que je regrette, mais c'est un choix très
égoïste et personnel que j'ai fait. Et je suis assez frustrée de ne pas lui permettre de connaître ce que c'est d'évoluer dans un cocon familial soudé. Alors, il a la chance d'avoir de l'amour par plein d'autres personnes. Et j'essaye de lui reconstruire, de lui construire, ne pas reconstruire, il évolue dans un cadre plein d'amour. Mais ouais, je suis assez frustrée de l'avoir privé de ça pour un choix qui m'appartenait, quoi. On a l'impression que c'est un choix définitif, mais la vie s'arrête pas. Ouais, non, la vie s'arrête pas, mais je me dis que parfois je culpabilise, je me dis que peut-être j'aurais dû me sacrifier, j'aurais dû moins penser à moi, j'étais jeune. Peut-être que j'aurais dû faire des concessions. À l'époque, dans les couples, on faisait des concessions. De nos jours, on en fait beaucoup moins. Au moindre truc, on s'en va. Et c'est vrai que parfois, je me dis, je l'ai privé de ça. Et en même temps, je me dis, il aurait vu une maman pas heureuse. Alors, c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'aujourd'hui, il voit une maman heureuse. Donc, c'est très... Mais un peu frustrée de l'avoir privé de ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents quand j'étais petite. Et j'en garde de très bons souvenirs. Et là, il est avec mes parents, d'ailleurs. Donc il a ses grands-parents et tout, c'est chouette. Mais à écouter, on a l'impression que refaire sa vie, ça a l'air impossible. Non, pas impossible, mais pas du tout. Il peut y avoir beaucoup d'amour dans des familles recomposées. Ça, il n'y a pas de doute, aucun doute. Même parfois plus d'amour que dans un couple qui va mal. Mais je me dis, je me sens un peu responsable de ça et je suis un petit peu frustrée parfois sur certains choix. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de mode d'emploi pour être maman. C'est toujours très compliqué de penser et à son bien-être de femme, de maman, et à être une bonne maman. C'est très délicat. On n'a pas de mode d'emploi, c'est tout nouveau. Maman célibataire, exposée. Enfin, parfois, je tâtonne, tu vois, pour l'accompagner. C'est délicat. Et qu'est-ce qu'il dit de sa maman? Comment il voit son travail? Il commence de plus en plus à me poser des questions. Là, il voulait venir avec moi. Tu vas où? Pourquoi tu pars à Paris? Pourquoi je viens pas avec toi à Paris? Il était plus habitué à ce rythme-là. Comme je me suis isolée pendant un moment, il comprend ce qui se passe parce qu'il me voit sur des magazines, il me voit à la télé. Donc, il a grandi avec ça depuis tout petit. Donc, pour lui, c'est normal. Mais là, il commence à me poser de plus en plus de questions, auxquelles je n'ai pas les réponses encore. Moi, j'ai toujours été un petit peu... je me suis toujours sentie un petit peu différente. Et ça m'a réconciliée... ça m'a réconciliée avec moi-même de l'accepter, en fait, que j'étais différente. Mais en revanche, encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'était plus le regard des autres là qui me dérangeait. C'était mon regard, c'était moi. J'avais appris à vivre avec le regard des autres, avec leurs critiques, avec leurs insultes, avec le fait que j'étais différente, que je rentrais plus dans le moule. Et en fait, j'ai essayé justement d'en faire une force. Et c'est pour ça que je suis sortie de tout ce game, de tout ce système, qu'on ne voyait plus dans les médias, qu'on voyait très peu sur les réseaux, et que j'ai pas suivi un petit peu toute la smala, quoi, parce qu'à un moment donné, ils se sont tous regroupés à Dubaï, et puis voilà, ils ont fait tout. C'est leur choix, je suis pas là pour juger. Mais moi, j'avais besoin des influenceurs qui sont tous à Dubaï. Ouais. Souvent pour des raisons fiscales. Ouais, souvent. Mais justement, moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce mood. J'ai voulu vraiment me reconstruire, et j'ai essayé de faire de cette différence une force et de faire un vrai projet qui surtout n'allait pas me servir qu'à moi, allait aussi servir aux autres. À la fin du livre, votre fils Ayvin est remercié avec ces mots-là. Tu es le soleil de mon quotidien et l'amour de ma vie. Tu me rappelles chaque jour quel bonheur c'est d'être une maman comblée par l'amour de son fils. Tu es ma force, c'est pour toi que je me dépasse chaque jour. Ouais. Qu'est-ce qui donne comme force? Tout, parce que c'est un petit être qui m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses quand je pensais que j'étais arrivée. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes quand tu as une évolution assez fulgurante, où justement, y a l'argent, il y a tout ça. J'étais arrivée à un moment donné où je pense mes pieds touchaient plus terre, quoi, et j'avais perdu la notion de plein de choses qui sont essentielles. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite à son arrivée, mais dès qu'il a commencé à grandir et qu'on a commencé à avoir une vraie interaction, qu'il a commencé à poser des questions et tout, il m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses. C'est aussi en partie à cause de lui que j'ai pris du poids. Et donc il m'a challengée parce qu'il a fallu que je retrouve mon corps
Donc voilà, ouais, il me donne de la force au quotidien parce que j'ai envie qu'il grandisse et qu'il soit fier de sa maman. Donc voilà. J'ai une ascension sociale du jour au lendemain. Enfin, tu vois, c'est un peu ça a été un peu fou ce qui m'est arrivé du jour au lendemain. Une jeune femme issue d'un milieu modeste qui se retrouve placardée en 4x3 partout, qui fait des couvertures de magazines toutes les semaines, qui devient animatrice télé, qui ensuite, on le sait, ça c'est plus un secret pour personne, s'unit avec un homme très important. Enfin, tu vois, tout est allé très vite pour moi. Et j'ai vécu des trucs incroyables. Et de revenir à une vie un peu plus... Non, de revenir à une vie simple et normale, ça m'a fait du bien. On prend une petite verveine, ouais, on redescend. Ouais, hein. Tu le disais que ce livre est né notamment suite à une grossophobie dont tu étais victime. Quand on subit ce genre d'attaque, comment est-ce qu'on les reçoit? Comment est-ce qu'on... Franchement, on se les prend en pleine gueule, j'ai envie de te dire. On se les... Enfin, moi, je regardais pas la télé à ce moment-là, mais je sais qu'il y a eu... Je vais pas rentrer dans des histoires précises, parce que je suis pas là pour citer qui que ce soit, mais quand ça s'est passé, quand il y a eu une humiliation publique qui a été faite dans une émission très connue, j'ai vu tout un truc sur les réseaux sociaux autour de moi, je comprenais pas ce qui s'était passé. Et donc après, j'ai vu la séquence. En fait, à un moment donné, tu te dis, mais comment ces personnes-là, qui ont quand même, j'ai envie de dire, une certaine responsabilité, parce qu'ils sont à l'antenne en direct, peuvent tenir ce genre de propos. Au-delà des personnes qui font de la télévision, donc du spectacle, il y a aussi les anonymes qui te harcèlent. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, peut pousser quelqu'un à aller harceler, humilier quelqu'un? Mais si j'avais la réponse... Si seulement j'avais la réponse de toute cette méchanceté, de toute cette haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas la réponse. J'ai jamais compris, moi, ce truc sur les réseaux sociaux, ce cyberharcèlement, cette méchanceté qu'il y a au quotidien, j'ai jamais compris. C'est vraiment un truc que je ne comprends pas, je n'ai pas d'explication. Je suis inquiète pour l'avenir, pour mon fils, je suis inquiète de plein de choses. Et je n'ai pas d'explication, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai d'ailleurs un projet avec une classe de lycéens autour du cyberharcèlement. Donc je suis marraine de ce projet et ça me tient vraiment à cœur parce que moi je l'ai subi et on a beau dire ce qu'on veut, c'est un vrai problème le cyberharcèlement. Je lisais une étude qui racontait quelque chose d'assez intéressant sur les utilisateurs des réseaux sociaux qui se livrent à l'insulte ou à l'humiliation publique, c'est que la plupart, quand on remonte leurs messages, leurs posts, il y a tout le temps, au milieu des insultes, une ou deux déclarations de dépression, de troubles de l'attention. Donc c'est peut-être aussi des gens qui sont également dans un mal-être et qui vont faire peser leur mal-être sur une personnalité. Ouais, écoute, si à chaque fois que j'ai un problème avec moi-même ou un mal-être, je dois aller insulter la personne qui se trouve en face de moi, je veux dire, à un moment donné, on n'y arrive plus. Pour moi, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'argument à la méchanceté, au préjugé, au jugement, à la haine. Pour moi, il n'y a pas d'argument à ça. Comment on se relève de ça quand on est une femme, une maman, célibataire? Tu touches des points, tu abordes des sujets. C'est dur quand on est une maman célibataire, quand on est exposée, quand ta vie privée est exposée comme la mienne l'a été, malgré toi. C'est très dur. Alors moi, la solution que j'ai trouvée personnellement, ça a été de m'isoler. Voilà, ça a été de m'isoler, de me retrouver moi-même, de faire abstraction des médias, de la presse, des réseaux sociaux pendant une période. Il y a eu une période où j'étais très absente des réseaux, des médias. D'ailleurs, ça fait des années que j'ai pas fait une radio ou une télé. Et je suis contente de revenir avec toi parce que je savais que ça allait être bienveillant. Donc voilà, on se relève difficilement, on essaye de se reconstruire et de réapprendre à s'aimer. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça a commencé... avec la perte de poids, j'ai réappris à... Voilà, j'ai l'impression de réintégrer mon corps et voilà, mais c'était pas évident. Vraiment, ça a été une année très difficile pour moi. Là, Ayem Nour sort à nouveau la tête. Hein, voilà, ça, oui. On revient à la vie normale, on rigole, on sourit. Tu as un rapport particulier avec ton image, avec ton poids, avec ta relation aux autres, avec la confiance en soi. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la télé-réalité, à l'heure où tout le monde s'expose, où tout le monde a une persona, une représentation publique, c'est des questions en fait qui impactent beaucoup plus gravement les gens qu'on le pense. Exactement. Je suis très contente de la manière dont tu en parles parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est un simple livre de régime
banal avec des recettes. Or, pas du tout. Ça a été, pour moi, la prise de poids, ça a été une vraie... ça a été une période très, très compliquée. On en a souvent parlé, toi et moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir. Et j'avais besoin de le raconter, de le partager. Et je voulais pas garder ça, en fait, pour moi. En fait, j'avais enfin trouvé la solution. Et je me suis dit, il faut que je partage ça. Donc voilà, je voulais faire comprendre qu'on peut s'alimenter correctement, on peut se faire plaisir. Et on peut aussi prendre soin de soi. Et voilà, j'ai voulu le partager dans ce livre. Et est-ce qu'on est obligé de céder à l'image et au regard des gens ? C'était même plus par rapport aux gens, là. Là, c'est moi qui m'aimais plus. Là, c'était même plus le regard des gens. J'étais arrivée à un moment donné où je me levais le matin, je supportais plus le reflet dans le miroir. Je supportais plus m'habiller, devenait un calvaire au quotidien. Je n'allais pas aux événements quand j'étais invitée, parce que voilà, je me sentais mal dans ma peau. Et pourtant, je faisais bonne figure. Je faisais bonne figure parce que c'est mon caractère. Mais c'était très douloureux. Tu as été découverte par la télé-réalité. C'est un milieu où les gens sont tous jeunes et jolis. Comment ça se passe quand on sort de là et que lorsqu'on se regarde dans le miroir, on ne se plaît pas forcément ? C'est très dur parce que déjà, c'est un milieu où, oui, effectivement, on te demande une certaine perfection. C'est un métier d'image. C'est un métier où il y a beaucoup de concurrence. Et c'est un métier où on te met sur le côté quand tu ne rentres plus dans les critères de sélection. Moi, je le dis ouvertement aujourd'hui et je l'assume, j'ai été victime de grossophobie, il faut dire les choses à un moment donné, de cyberharcèlement, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, voilà, c'était des insultes tous les jours, on se moquait, c'était les médias. Je citerai pas de nom d'animateurs, mais il y a des animateurs télé qui se moquaient de moi ouvertement, en direct dans des émissions, qui faisaient des comparaisons qui sont juste pas cool. Donc voilà, ça a été très très dur. Et de se voir mettre parfois sur le côté parce que tu ne remplis plus les critères de sélection physique, c'est quand même chaud, non ? Quand tu parles de compétition, que c'est un milieu compétitif, qu'est-ce qu'il y a à gagner en fait ? C'est un milieu compétitif par rapport au physique, c'est-à-dire que tout est tellement superficiel dans ce milieu qu'un jour tu es à la mode et le lendemain tu l'es plus, quoi. C'est quand même violent quand tu n'as pas de quoi te reconvertir, de quoi te reconstruire, quand tu n'as pas la force mentale. Moi j'ai cette chance d'avoir une certaine force de caractère. Et voilà, je me suis isolée et Dieu merci, j'ai fait un beau projet de livre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc quand tu remplis plus les critères physiques et qu'on te met sur le côté, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Il y a à gagner que c'est une course contre être la hit girl du moment, être la plus à la mode, Et moi, j'avais plus envie de faire cette course, en fait. Donc j'avais besoin de m'occuper de moi et de m'aimer moi et de prendre soin de moi et de plus être en compétition avec qui que ce soit, mais avec moi-même. Il a utilisé un terme qui me touche profondément, auquel je n'aurais jamais pensé. Mélancolie euphorique. Cette période où je me suis isolée, je m'accrochais quand même un sourire au visage quand je devais être sur mes réseaux sociaux ou à un événement, mais intérieurement, il y avait cette mélancolie constante. Parfois, la musique électronique dit beaucoup plus que des textes. Et lorsqu'on écoute la musique de Parawan, il y avait déjà cette mélancolie qui était là tout le temps. Il y avait tout le temps des notes très tristes au milieu de morceaux très très joyeux. Est-ce que c'est le même message finalement depuis le début ? Ouais, c'est l'euphorie mélancolique, c'est ce que je recherche sur le plan en tout cas harmonique, mélodique depuis mes débuts. Je pense que ça sort tout seul aussi, c'est un peu la musique d'un enfant seul, tu vois, pour je sais que c'est toi. Voilà. Mais il y a toujours eu ce côté-là, on a une larme à l'œil, mais on est quand même sur le dance floor, etc. Et je suis assez heureux aujourd'hui de pouvoir faire cette espèce de coming out et de dire voilà qui je suis vraiment, notamment en racontant des éléments avec des extraits de véracité, extraits de ma biographie, avec ce film. Et c'est vrai que c'est une prise de parole, pour le coup, y compris textuelle, puisque j'ai écrit le film, et je dis la voix off du film moi-même. C'est une prise de parole beaucoup plus forte, alors que je m'étais quand même cantonné à la production. J'étais le producer in the corner, c'est-à-dire le producteur dans l'ombre, et j'étais ravi de l'être pendant des années. Mais je me suis dit peut-être que c'est le moment de dire un peu plus et de prendre ce risque. En fait, c'est un assez beau risque. Et voilà. Chez toi, la mélancolie des parents, la solitude font partie des thématiques qui hantent Spectre Parawan. Oui, tout à fait. Comment avoir décidé de passer d'une musique électronique silencieuse à un projet aussi introspectif et aussi personnel ?
En fait, ça faisait, depuis que je suis sorti de l'école de cinéma, ça va faire 15 ans que je rêvais de raconter une certaine histoire de ce que j'ai connu dans ma famille, et où il est beaucoup question de mélancolie et de parents aux prises, parfois des parents seuls. C'était des thèmes, et puis aussi la maladie mentale dans la famille, l'enfant diagnostiqué, etc. Et puis dans un contexte aussi d'emprise, puisqu'il s'agit d'emprise au sein d'une secte, d'une communauté, sans trop dévoiler l'histoire, mais comme on a pu l'entendre là, ça commence vraiment comme un thriller. Bon, ça aboutit sur complètement autre chose, mais j'ai voulu vraiment faire cette enquête qui partait de l'intime. Et je pense que ça m'a pris un temps fou de le mettre en place, parce que j'avais besoin de m'autoriser à le faire, d'accepter de raconter quelque chose d'aussi près de moi, en fait, puisque le personnage partage une partie de mon nom, donc on comprend que c'est très très proche c'est comme de l'autofiction d'une certaine façon. Et voilà, j'ai voulu... j'avais ce besoin, en fait, plus le temps passait, moins le film était urgent à faire, mais plus il m'était nécessaire, en fait, et même indispensable. Ce qui est drôle, c'est que les courbes de vos trajectoires se croisent. Parawan, producteur de musique électronique, dans l'ombre, dans une musique très froide qui cache ses sentiments, qui se met dans la lumière pour les exposer. Ayem Nour, dans la lumière, dans un milieu très futile, qui retourne dans l'ombre pour se raconter. Il y a un moment, tous les deux, ça se croise. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, justement, l'écoutant, j'étais en train de me dire, mais ça me parle tellement ce qu'il dit. Il a utilisé un terme qui me touche profondément, auquel je n'aurais jamais pensé, mélancolie euphorique. Non, mais c'est un état constant chez moi. Enfin, c'est mon quotidien. Et c'est vrai que cette période où je me suis isolée, je m'accrochais quand même un sourire au visage quand je devais être sur mes réseaux sociaux ou à un événement. Mais intérieurement, il y avait cette mélancolie constante. Et j'ai trouvé ça très beau. La mélancolie euphorique, c'est comme la verveine et l'underground. Yes, ça peut aller ensemble. Mais oui.